28 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda qui a causé la mort d'au moins 800 000 personnes selon l'ONU, l'ancien ambassadeur français en poste à Kigali de mai 93 à avril 94 publie un ouvrage dans lequel il livre sa part de vérité. Dire l'indicible, mémoire d'un ambassadeur de France au Rwanda 93-94, c'est le titre de cet ouvrage. Jean-Michel Marlot, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre. Vous étiez silencieux pendant presque 30 ans. Pourquoi avez-vous décidé de prendre la plume et de raconter votre version des faits ? Bonsoir. Effectivement, pendant 30 ans, je n'ai rien dit. Il y a deux éléments qui m'ont amené à changer de position. Le premier, c'est la décision du président de la République de créer une commission d'enquête chargée de travailler sur les archives pour voir quelle a été l'implication de la France au Rwanda, ce qu'on a appelé le rapport Duclerc, qui m'a semblé donner une perspective un petit peu plus apaisée et un peu plus pour des chercheurs que ça n'était le cas auparavant. Et la deuxième raison, c'est qu'au moment de la remise du rapport, le président a annoncé que les archives seraient ouvertes aux chercheurs, ce qui m'a permis de relire l'ensemble de la correspondance reçue et envoyée par l'ambassade pendant toute la période où j'y étais. Bien sûr, j'avais des souvenirs très, très puissants, très forts, mais malgré tout, presque 30 ans après, on a toujours peur d'avoir mal interprété quelque chose ou mal compris. Là, je pouvais vraiment m'appuyer sur des textes. Attendez-vous quelque chose de précis avec cet ouvrage ? Alors mon objectif, c'était d'apporter un témoignage. Je n'essaye pas ni de dénoncer, ni de défendre quoi que ce soit. J'essaye simplement d'expliquer, avec un objectif derrière qui est que malheureusement des phénomènes de crimes de masse ou de génocide se reproduisent trop souvent et que essayer d'analyser ce qui s'est passé peut, espérons-le, permettre de limiter les risques que ça recommence. Dans la première partie de ce livre, vous revenez notamment sur votre nomination et votre arrivée à Kigali. D'emblée, qu'est-ce qui vous a saisi lors de votre prise de fonction ? La première chose, bien sûr, c'était la présence militaire française, puisque à l'arrivée, j'ai tout de suite été accueilli par un détachement militaire français, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, et aussi l'extrême tension politique qui existait. Nous étions dans la dernière phase de la négociation des accords de paix d'Arusha, et personne ne faisait confiance à personne. On était dans une situation vraiment extrêmement tendue. Comment s'est déroulée votre première rencontre avec le défunt président Juvénal Habyarimana ? Eh bien, ma première rencontre avec le président Habyarimana a été pour remettre mes lettres de créance, comme il est l'habitude pour un ambassadeur. Ça a été un entretien relativement formel, au cours duquel j'ai eu le sentiment que le président Habyarimana essayait quand même de voir jusqu'à quel point j'étais proche de l'Élysée et de se faire une idée un peu de ma personnalité. Certaines personnes alertaient dès janvier 1993 à la télévision française sur ce qui se passait au Rwanda. Je vous propose qu'on regarde une archive et on en parle juste après. Derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi et nous insistons beaucoup sur ces mots. Nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazure, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour que cette situation change, parce qu'on peut la changer si on veut. Jean-Michel Marlot, dans votre ouvrage, au tout début, vous racontez comment vous êtes arrivé dans un pays où vous aviez peu d'informations. Comment expliquez-vous que les autorités françaises soient passées à côté des images que l'on vient de voir ? Je crois d'abord que les autorités françaises ne sont pas passées à côté des risques de massacres à grande échelle et de catastrophes qui se produiraient si on n'arrivait pas à la signature des accords d'Arusha ou si les accords, une fois signés, on n'arrivait pas à les mettre en œuvre. Et vous pouvez retrouver des quantités de documents de l'ambassade en particulier qui montrent que nous étions tout à fait conscients des risques de chaos et de catastrophes qui pouvaient se produire. Ce que nous n'avions pas vu, c'est, enfin en tout cas moi ce que je n'avais pas vu, mais je crois que presque tous les observateurs étaient dans cette situation, même s'il y a eu quelques exceptions, c'était la dimension génocidaire de la catastrophe qui allait se produire. La commission d'historiens dirigée par Vincent Duclerc a remis l'an dernier au président français un rapport. On y apprend l'existence d'une ligne directe entre l'état-major du président français, François Mitterrand à l'époque, et les militaires français présents à Kigali. Cela a-t-il pu avoir des conséquences sur votre action au Rwanda ? Bon, d'abord, j'aurais dû être mis au courant. Ce n'était pas normal s'il y avait un contact direct, une ligne directe entre des militaires à Paris et les militaires au Rwanda.
Cela dit, il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur de ce phénomène. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, avec Internet, à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais aujourd'hui, avec Internet, vous avez évidemment tous les jours des dizaines de messages qui s'échangent entre des administrations parisiennes et leurs représentants dans telle ou telle ambassade. Ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où quelque chose arrive à un certain niveau, l'ambassadeur en soit informé. Et l'exemple le plus concret que j'ai, c'est le moment où, après la signature des accords d'Arusha, je vais voir Habyarimana pour lui annoncer que le gouvernement français a décidé de ramener les militaires français qui étaient au Rwanda et de baisser notre coopération militaire au niveau de ce qu'elle était avant 1990 et le début du conflit. Habyarimana le prend très mal et me demande que les deux généraux en qui il avait le plus confiance en France viennent pour voir par eux-mêmes et pour changer cette décision. Ils ne sont pas venus et la décision n'a pas été changée. Donc qu'il y ait eu à Paris des nuances, des différences d'opinion, c'est probable. Suivra l'attentat contre l'avion qui ramenait à Kigali les présidents rwandais et burundais. Le lendemain, vous recevez un appel d'une des femmes qui se présente comme la fille du président défunt. Que vous a-t-elle dit ? Elle m'a dit que la famille du président Habyarimana était directement menacée. À vrai dire, elle croyait même qu'il y avait une attaque contre la résidence présidentielle parce que l'avion d'Habyarimana s'était abattu juste à côté, donc il y avait eu des explosions, etc. Et elle demande à ce moment-là, en fait, ce qu'elle demande, c'est que la France intervienne, envoie des militaires pour remettre à nouveau, pour arrêter... Et avez-vous alerté Paris à ce moment-là ? Alors évidemment, j'ai informé Paris. Et la réponse de Paris n'a pas été d'envoyer des troupes pour revenir à une situation d'avant les accords d'Arusha, mais d'évacuer la famille d'Habyarimana. Dans le livre, vous dites que cette femme soupçonne le FPR d'être derrière cet attentat. Avez-vous rapporté ces propos à Paris ? Oui, bien sûr. Mais en les mettant dans sa bouche. On a souvent entendu dire que le nouveau gouvernement génocidaire avait été constitué lors d'une réunion à l'ambassade de France. Vous y étiez. Où a eu lieu cette réunion et était-ce à l'ambassade de France ? Alors ce n'était pas à l'ambassade de France et là encore, je crois que les textes le montrent de façon très claire. Il y a le matin du 8 avril, donc 2 jours après l'attentat, quelques ministres qui se réfugient dans mon bureau et à qui je dis qu'on doit rester fidèle aux accords d'Arusha. Je conclus dans mon compte-rendu pour Paris en ayant le sentiment qu'ils n'ont pas compris le message que j'ai essayé de leur faire passer. Et le soir, l'un des ministres, Justin Mugenzi, me téléphone, probablement de l'état-major de l'armée, mais j'en ai pas la certitude, pour m'informer de la composition du nouveau gouvernement. Ça n'a donc rien à voir, ça ne s'est pas passé à l'ambassade. Enfin, ça sera ma dernière question. Le rapport du Clerc a conclu, je cite, à des responsabilités lourdes et accablantes de la France dans les événements tragiques qui sont passés au Rwanda en 1994. Êtes-vous d'accord avec ces conclusions ? Je pense que le rapport du Clerc a fait un excellent travail, mais il y a 1000 pages dans le rapport du Clerc. Et je pense que les conclusions sont extrêmement limitatives par rapport au véritable travail d'investigation qui a été fait. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je pense qu'au contraire, on a réussi en réalité. Parce qu'au mois d'août, on signe les accords d'Arusha. Un accord est fait qui permet au FPR d'entrer dans le gouvernement rwandais. Et nous nous retirons et l'ONU arrive. Ensuite, évidemment, les choses tournent mal. Jean-Michel Merlot, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci de nous avoir